Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié aux dirigeants, aux managers et professionnels qui souhaitent durablement structurer leur gestion des ressources humaines. Nous vous souhaitons la bienvenue en ligne. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très capital, mais qui est très souvent négligé dans les PME. Il s'agit des fondamentaux d'une gestion RH saine. Avant d'aborder le sujet, permettez-moi de vous présenter notre intervenant du jour, Monsieur Ega Timothée. Il est promoteur, il est entrepreneur et promoteur du cabinet 7 étoiles Conseil Solutions. Il est spécialiste en gestion des ressources humaines. Son cabinet est dédié à l'accompagnement stratégique des entreprises. Alors, Monsieur Ega Timothée, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci de nous avoir rejoints dans ce webinaire. C'est moi. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le cœur de notre thématique du jour. Dites-nous, Monsieur Ega Timothée, en tant qu'entrepreneur très tôt, comment avez-vous découvert l'importance de la gestion des ressources humaines dans votre parcours? Alors, bonjour Madame Fadonoubo et merci à toute l'équipe d'Optimize qui nous accompagne ce matin. Alors, moi, à mes débuts, je n'avais pas idée que les ressources humaines étaient très importantes dans une entreprise. Et comme tout entrepreneur, c'était la recherche du gain. C'était les objectifs commerciaux, les finances, voilà, les ventes, le chiffre, un chiffre d'affaires. Mais très tôt, je me suis rendu compte que on ne pourrait faire des chiffres d'affaires sans avoir une équipe performante, les hommes, et avoir une bonne gestion des ressources humaines. Alors, à mes débuts, je l'ai appris très tôt. D'accord. Alors, du coup, votre expérience nous montre que cette prise de conscience ne se fait pas dès le départ pour les entrepreneurs. Non, du tout pas. Parce que l'objectif de l'entrepreneur, ce n'est pas de gérer les hommes, c'est de gagner de l'argent. C'est la recherche du gain. Voilà. D'accord. Alors, au début de votre activité, quelle était alors, du coup, la perception de la gestion des ressources humaines, la gestion de l'homme? Quelle était votre perception à ce sujet? Au début, l'entreprise devait se faire de l'argent et il fallait avoir des hommes autour à utiliser pour travailler. Et pour ça, il faut les formaliser. Formaliser les hommes, c'était juste pour se protéger, faire un contrat, c'est juste administratif. Pour ne pas avoir juste une formalité administrative. Oui, pour ne pas avoir la main d'œuvre derrière, pour que les employés ne nous créent pas de problèmes. C'était juste pour ça. Okay. Sinon, on ne taille pas d'importance à cela. Ah, d'accord. Et à quel moment, donc, avez-vous compris que structurer vos équipes devenait carrément indispensable? Alors, lorsqu'on a commencé par travailler, les incompréhensions ont commencé. Les frustrations. Au sein des équipes. Oui. Les erreurs répétées. Et on a commencé par se poser des questions. Mais qu'est-ce que ça ne va pas? Mais c'est quand même celui qu'il faut pour faire le travail. Il est à sa place, mais qu'est-ce qui se passe? Et on s'est rendu compte qu'il y a des fondamentaux qui n'ont pas été pris en compte dès le départ. Alors, il faut parfois être confronté à certains défis concrets pour prendre conscience, en effet. Alors, selon votre expérience, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous observez dans les PME concernant la gestion des équipes? Alors, nous rencontrons beaucoup les PME, les chefs d'entreprise. Et l'objectif premier de l'entrepreneur, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de se faire de l'argent. C'est de se faire de l'argent. Alors, les erreurs que vous constatez souvent, c'est... On ne prend pas le temps de clarifier les rôles. Ok. On ne sait pas qui fait quoi, qui doit faire quoi. Il n'y a pas des objectifs qui sont clairs. Les responsabilités ne sont pas écrites. Clairement identifiées. Ne sont pas bien identifiées. Et puis, il n'y a pas des réunions de cadrage, de suivi des objectifs et du personnel de performance. Okay. Donc, du coup, on se lance et on ne sait pas qui fait quoi. Le personnel est comme une machine qu'on programme, qu'on marche et qu'on veut utiliser. Ok, d'accord. Du coup, ils sont confrontés à beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises au départ. Bien sûr. D'accord. Alors, avez-vous vécu une situation
où le manque d'organisation a impacté la performance ou l'ambiance de travail au sein de votre entreprise? Oui, vous savez, cette situation se paye cash en entreprise. Ah oui. Alors, on était sur un projet et on devait rendre le projet dans un délai. Oui. Et parce qu'on n'avait pas défini les rôles, on n'avait pas situé les responsabilités clairement, et organisé. on n'a pas bien organisé. Et chacun s'est lancé. Et on s'est rendu compte qu'on a perdu plus de temps sur le projet. Les objectifs n'ont pas été atteints. Et du coup, le projet est parti en l'air comme ça. Ah ouais. Ok. Mais pourquoi, selon vous, les dirigeants ont-ils tendance à reléguer l'organisation des équipes au second plan? Ah ben c'est tout naturel. Vous savez, l'entrepreneur, il court. L'entrepreneur n'attend pas. Et il est dans l'opérationnel, il a la tête foncée, il est dans ses chiffres, ses objectifs. Et il ne pense pas à son équipe, au quotidien de l'entreprise. Donc, il ne pense pas aux ressources humaines et comme force qui lui permet d'atteindre ses objectifs. D'accord. Alors, et pourtant, les impacts peuvent être lourds en entreprise. Ouais. Quelles conséquences concrètes cela peut-il avoir sur la stabilité et la croissance d'une entreprise? Alors, tout d'abord, l'équipe commence par être frustrée. Oui. Et donc, il y a une baisse de motivation. Baisse de motivation, tout est mélangé, on se piétine les pieds. Il y a des départs de collaborateurs. Les collaborateurs qui ne commencent pas à partir, on se demande même pourquoi. Mais on paie quand même le salaire. Mais qu'est-ce qui ne va pas? L'entreprise, et alors que c'est l'ambiance qui a commencé par être pourrie, faute d'une meilleure organisation. Du coup, ça fragilise, la croissance et puis parce qu'on est appelé à remplacer. Et quand ça ne va pas, quand il y a des départs, il faut remplacer. Quand on remplace, il faut prendre le temps de l'adapter. En ce moment, l'activité est au ralenti. Oui, les performances ne sont plus au rendez-vous. D'adaptation et voilà. tout. Alors, face à ces réalités, il devient clairement essentiel d'agir en conséquence. Quelle première action simple vous auriez recommandé à un dirigeant pour mieux structurer son organisation interne? Alors, en tant qu'entrepreneur qui suis passé aussi dans cette réalité et qui a pris le temps de comprendre ce qui ne va pas, je crois que la première des choses, c'est de définir clairement les rôles. D'accord. Définir clairement les rôles, oui, au départ. Début, oui. Voilà. Et de mettre par écrit les objectifs. D'accord. Une fiche de poste. Une fiche de poste clairement pour chaque employé. Chaque employé. Okay. Faire le suivi. Chacun a son cahier de charge. Chacun a son cahier de charge, c'est ce qu'il a à faire. Les responsabilités sont bien. Alors, exiger que chacun rende compte, avoir des réunions permanentes pour pouvoir faire le suivi des activités et l'atteinte des objectifs. Ça permet de créer une ambiance de communication aussi avec le personnel. Et dès qu'il y a des choses qui ne vont pas, des frustrations, ça permet de les relever et d'avancer. D'accord. Et quel type d'outils, parce que ça, ce que vous évoquez là, ça interpelle l'usage de l'outil pour l'efficacité. Donc, quel outil ou méthode facilite du coup, selon vous, la gestion quotidienne d'une équipe? Alors déjà, bon, d'habitude, on a des plannings, on a des fiches de tâches, mais Optimize a un outil extraordinaire et qui combine tous ces aspects-là. Qu'une entreprise de planification, de répartition des tâches, le suivi, la présence, tout ça là qui est de tout en un. C'est de tout en un et qui permet de manière simple et efficace de planifier, de remédier à ces choses. Et de faire aussi un suivi au quotidien. Au quotidien, voilà. Alors, comment formaliser les rôles et responsabilités sans pour autant rendre l'entreprise rigide? Alors, je crois que l'entreprise doit adapter ses procédures en fonction de sa taille, ses méthodes, ses outils en fonction de sa taille. Elle doit rester adapter des procédures simples et souples, ne pas être rigide. La flexibilité permet de se remettre en cause et d'adapter au fur et à mesure ces outils. Et je crois que l'entreprise doit adapter en fonction de sa taille
ces outils, ces procédures. Voilà. Ok, bien entendu aussi en fonction du niveau des collaborateurs et tout. Bien sûr, et tout cela parce que c'est ceux-là qui sont appelés à utiliser les outils et c'est surtout, il faut tenir compte de leur niveau. De leur niveau et tout. Mettre en place. Alors, de ce fait, un autre élément central reste la communication. Alors, quelle importance accordez-vous à la communication interne dans une petite structure? Alors voilà un élément central. Oui. Et une structure au sein de laquelle il n'y a pas la communication est vouée à l'échec. Parce que lorsque l'information ne passe pas, lorsque le dirigeant et le personnel ne se parlent pas, lorsqu'il n'y a pas une facilité de contact, et les difficultés s'observent rapidement. Et chacun commence par se mettre dans son coin et avoir des préjugés sur des choses qui ne sont pas en réalité. Donc, du coup, des problèmes naissent d'un manque d'information. Bien sûr, les problèmes naissent et ça empiète sur l'évolution des activités de l'entreprise. Cela crée la malcompréhension au niveau des collaborateurs. Alors, et la communication, du coup, influence directement l'engagement de chacun. Parce que ça s'observe. Oui, bien sûr, parce que le personnel doit rester engagé. Et donc, dès que la communication manque, ça se ressent en même temps. L'équipe n'est plus soudée. Oui. D'accord? Et ceux autour desquels l'équipe est appelée à travailler, la synergie est absente et puis ça se ressent dans les résultats, dans les performances des activités de l'entreprise. Et il faut que l'entrepreneur, le chef d'entreprise, soit éveillé pour constater, pour se poser les questions qu'il faut et constater que voilà, c'est là qu'il y a le problème et être aussi à l'écoute de son personnel. D'accord. Alors, comment faire donc pour maintenir la motivation et l'implication des collaborateurs au sein d'une PME? Alors, je crois qu'il faut récompenser les efforts. Il faut valoriser les efforts de chacun. Oui. Ça va motiver son équipe en la récompensant, en reconnaissant à leur juste valeur leur effort. Ce n'est pas parce que l'employé est payé à la fin du mois que c'est fini et puis il ne faut pas reconnaître l'effort qu'il est en train de faire pour contribuer à l'atteinte des objectifs. Il faut que les rôles soient clarifiés. Vraiment, lorsque tout est confus, l'employé ne commence pas à être démotivé. Oui. Parce que si ce n'est pas son rôle, on le lui attribue. Lorsque ce n'est pas fait, on le regarde de travers. Ou bien il le fait mal parce que ça ne relève pas de ses compétences. Ça ne relève pas de ses compétences parce que les rôles n'ont pas été bien faits et que les rôles n'ont pas été bien établis. Ok. Donc, il faut valoriser les efforts des employés. Les employés. Pas seulement le salaire. Non, pas seulement le salaire, ça ne suffira. Aujourd'hui, le salaire ne suffit plus. Non, mais au Bénin, la remarque souvent au niveau des employeurs, c'est que c'est lorsque l'employé il fait mal que ça crie sur la toile. On sait que voilà, il y a une demande d'explication, il y a une mise à pied et tout, mais lorsqu'il fait bien, c'est pas fréquent de voir, voilà, vous avez un tableau d'honneur, vous avez une lettre de félicitations. Il y en a qui le font, mais carrément, il y a des employeurs qui n'ont pas ce temps en fait. Voilà, les entreprises perdent aujourd'hui leurs meilleurs employés par défaut de valoriser les efforts, de comprendre, de les récompenser. Et parce qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi, c'est vrai, les gens cherchent de l'emploi, au même moment, les entreprises cherchent les meilleurs employés. Ah oui. Alors, donc, il faut savoir garder ces talents et les fidéliser, comme les clients d'ailleurs. Comme des clients. Voilà. Ok. Du coup, cela nous amène naturellement au rôle du dirigeant que vous êtes. Oui. Alors, selon vous, quel est le rôle fondamental du dirigeant dans la création d'un environnement de travail sain? Alors, le dirigeant, c'est le chef d'équipe, c'est le manager. C'est le capitaine. Chef de bord. C'est le capitaine. Oui, comme vous le dites. Il doit donner un bon exemple de quelqu'un de rigoureux. C'est lui qui donne le temps. Et sa posture entraîne toute l'équipe. Oui, donc du coup, il doit être un bon modèle. Un bon modèle pour toute l'équipe. Pour tous les autres. Pour tous les autres et pouvoir être en avant, demander l'exemple, ce qu'il faut faire. Donc, du coup, aussi bien sur le plan administratif que comportemental. Bien sûr, d'être un modèle sur tous les plans. Et connaître vraiment ce dont il s'agit. Connaître son équipe, connaître chacun. Savoir comment il aborde chacun, comment il parle à chacun, et c'est très capital.
D'accord. Donc, du coup, il y a une connaissance de la gestion humaine qui lui revient automatiquement. C'est indispensable aujourd'hui. De la même manière que le chef d'entreprise maîtrise ses produits, Oui. il doit maîtriser son équipe. Il doit maîtriser le personnel. Connaître chacun, les qualités, les faiblesses de chacun, et savoir comment travailler à les amener à améliorer ses faiblesses et comment faire pour garder les qualités et les amener à la perfection, à la performance. Alors, du coup, comment concilier alors cette proximité que vous évoquez et autorité en même temps sans créer une confusion? Oh, le chef d'entreprise doit être à l'écoute. D'accord? Il doit être quelqu'un de flexible, quelqu'un d'abordable, mais il doit garder sa position de chef d'équipe. Donc, au même moment, il est accessible et il est accessible. au même moment, il garde... Il doit garder, parce qu'il faut que le cadre soit bien clair, qu'on sache qu'on est en entreprise et que chacun a son rôle, que le chef, c'est le chef. Mais, il ne faut pas que cette posture-là ferme son accessibilité et par vis-à-vis de ses employés. Il ne faudrait pas que sa bienveillance, donc du coup, je comprends que sa bienveillance n'exclut pas l'exigence qu'il devrait avoir vis-à-vis de... C'est un couteau à double tranchant. Soit il se verse, les employés ne le considèrent plus. Il marche dessus, ou soit il est trop rigide. Il est trop rigide et il s'éloigne. Du coup, personne ne le consulte. Et lorsque ça ne va pas, et ce qu'il faut lui dire, on n'ose pas le lui dire parce que il a les feux sur la tête. Après ça, les conséquences sont énormes. Ça retombe sur l'entreprise et les employés accusent le responsable. Le responsable trouve que c'est le personnel qui n'est pas performant, qui font couler la boîte. Donc, il doit savoir faire, enfin, manier ce couteau à double tranchant, tel que vous le dites. Alors, Monsieur Ega, par ailleurs, le recrutement est aussi une étape sensible et surtout celui des tout premiers collaborateurs. Alors, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un entrepreneur et à nos managers qui sont aussi en ligne? Et quel conseil vous auriez à leur donner, et surtout ceux qui sont appelés à recruter leurs tout premiers collaborateurs? Alors, je crois que dans le plan d'affaires de l'entrepreneur, du chef d'entreprise qui a commencé à démarrer sa boîte, il y a une partie qui est dédiée aux ressources humaines. Aux ressources humaines, bien sûr. D'accord. Donc, la première des choses, c'est que le besoin soit précis. Il faut identifier le besoin. Identifier le besoin clairement à cette étape de l'entreprise, de qui l'entreprise a besoin pour que l'entreprise puisse évoluer. Alors, évaluer vraiment les compétences de celui qui doit occuper ce poste-là. Définir carrément le profil. Définir le profil et savoir qu'à ce poste-là, lorsqu'il y a quelqu'un, ça peut vraiment faire avancer les activités. Et il ne faut pas recruter pour recruter. Il ne faut pas recruter juste à la famille. Pas la famille. Les pas amis, la famille. La bonne relation. Non. Pas les bonnes relations. Et mettre en place une bonne procédure de recrutement, recruter l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est une erreur capitale. Dès que le premier employé est mal recruté, c'est fini. Il va falloir se rattraper après pour corriger la donne. Pour corriger, là c'est compliqué. Alors, il est donc important de recruter et surtout pour les compétences de nos premiers collaborateurs. Cependant, malgré toutes les précautions, les tensions peuvent apparaître. Alors, comment vous autres, comment est-ce que vous gérez les conflits ou les incompréhensions au sein d'une petite équipe? Alors, souvent, les conflits au sein d'une petite équipe naissent de manque de communication. Déjà, il y a la malorganisation qui est là, qui crée cela. Alors, la première des choses, c'est d'écouter les deux parties. Écouter sans prendre parti, d'accord? Et recadrer, savoir que nous sommes dans un cadre professionnel. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas un problème. Alors, et écarter tout ce qui est problème de famille, problème de personnes, les mettre dans le cadre professionnel et les amener maintenant à trouver une solution dans l'intérêt de toutes les parties et dans l'intérêt supérieur de l'entreprise surtout, parce que c'est l'entreprise qui les a unis et qui sont là dans le cadre professionnel et qu'il ne faille pas qu'il y ait des problèmes de personnes, des problèmes de famille qui viennent dans le cadre professionnel. Carrément, je pense que c'est ça qui avait nous, gestionnaires RH, à définir carrément un cadre de conseil de discipline. Bien sûr. On définit le cadre, on définit carrément l'objectif
et tout. Et lorsqu'il y a de ces conflits, on vous convoque carrément à un conseil de discipline, vous vous asseyez et tout. Et puis, s'il y a même des sanctions, ça tombe et puis tout le monde se regarde en conséquence. C'est ça, parce qu'il faut savoir gérer les conflits. Lorsqu'on gère mal un conflit, par exemple un premier conflit dans l'entreprise, lorsque c'est mal géré, ça devient un exemple. Ah oui. Après, les autres employés prennent ça comme exemple, comme repère, comme référence pour dire, voilà, la dernière fois, quand on a sanctionné telle personne, quand c'est bien fait, tout le monde se réfère à cela pour se contenir. Mais quand c'est mal fait, on se dit, ah ben non, la dernière fois, voilà, ça n'a pas été bien fait, ça a été partiel, c'est elle qui avait raison, mais voilà la décision qui a été prise à cause de ça. Je crois qu'on n'est pas dans des bonnes conditions de travail. Pendant qu'on en parle d'ailleurs, ça me rappelle aussi des documents réglementaires que nous devons avoir. Je veux parler du règlement intérieur de l'entreprise qui devait déjà définir clairement les niveaux de faute, les niveaux de sanctions qui vont avec et tout. Et normalement, au départ, l'employé il a connaissance de tout ce règlement interne. Et après, quand on sanctionne quelqu'un, il sait ce pourquoi la sanction s'est passée comme ça. Mais si du coup, il n'y a pas un cadre formel, il n'y a pas un document qui le définit à l'avance, s'il n'a pas connaissance de ça, il va juste juger comme ça. Comme je vous le disais au départ. Peut-être que cet employé-là est le cousin du manager. C'est pourquoi la dernière fois, on lui a juste fait une reproche verbale. Mais moi, maintenant, on m'a dit de rester à la maison, on m'a donné une mise à pied, carrément, on a déduit de mon salaire. Vous voyez, donc du coup, lorsque c'est un cadre formel avec un règlement intérieur qui définit les fautes avec les sanctions, chacun sait que lorsqu'il va dans une faute, une telle faute, il a telle sanction qui est attribuée automatiquement. Madame Fadongo, vous savez que dans certaines entreprises, le personnel n'a même pas connaissance du règlement intérieur. Non, mais si l'entreprise ne l'a pas fait, si l'entreprise... Non, ça existe, c'est là. Mais comme on n'a pas, la gestion n'est pas assez, cette culture-là, alors ça dit rien, c'est quand ça va très loin, quand on se rappelle, on sort le règlement intérieur. Oui, ou lorsque les conflits apparaissent, ou quelqu'un commet des fautes, c'est en ce moment qu'on court maintenant pour aller chercher le document du règlement intérieur. Et puis, voilà, chacun l'interprète comme il veut, et puis c'est comme ça. Là, ça interpelle les dirigeants, les gestionnaires de ressources humaines que nous sommes, pour prendre ces dispositions-là au début du recrutement pour que les salariés ils soient sensibilisés. Pourquoi même ne pas faire carrément des séances de sensibilisation périodiques à l'endroit du personnel pour qu'ils soient éduqués, parce qu'il y a aussi que parfois on met ces documents à leur disposition, mais en réalité ils ne lisent pas. Hein? Même parfois quand ils lisent, ils ne comprennent pas, c'est juste une formalité administrative, comme je l'ai dit au début. Lorsqu'on signe le contrat, on signe le règlement intérieur, on prend connaissance des trucs, voilà ici, voilà comme ça se passe, et puis après, personne ne s'en soucie. Ils lisent, ils ne comprennent pas, ils ne demandent pas. Il y en a qui ne lisent pas carrément. Le chef d'entreprise aussi, comme il n'est pas spécialiste en RH, et il n'arrive pas à communiquer vraiment, à montrer le bien fondé du règlement intérieur, pourquoi il faille avoir un document pareil au sein de l'entreprise. Et puis, on le pense surtout comme un document de sanction. Ah oui. Voilà. Alors que ce n'est pas forcément un document de sanction. Carrément. C'est pour créer une bonne ambiance de travail et surtout servir de support pour gérer les conflits. Merci. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ega. Et dites-nous, en quoi une organisation saine des équipes va du coup favoriser concrètement la croissance d'une PME? Alors, une organisation saine comme nous le disons depuis tout à l'heure, l'entreprise n'est rien sans les ressources, les hommes. Le moteur, carrément. Alors, si l'entreprise recrute, c'est parce qu'elle sait qu'elle a besoin des hommes pour pouvoir réaliser ses objectifs de chiffre d'affaires, des commerciaux, tout ça là. Donc, alors, lorsque ce moteur-là est malade, c'est fini. Ça se fait ressentir sur la performance de l'entreprise. Et la motivation, lorsque la motivation du personnel est touchée, c'est fini. Elle ne se sent plus engagée. Il n'y a plus d'intérêt pour la chose commune. Et du coup, on avance à l'aveuglette et c'est à la fin qu'on constate les dégâts.
Ok, donc du coup, l'humain doit être, enfin, la gestion humaine doit être une chose capitale en entreprise. La Aujourd'hui, gestion des ressources humaines doit être assainie. Obligatoire, c'est une obligation aujourd'hui. Sinon, Pour la l'entreprise, croissance. voilà, pour la croissance de l'entreprise. Ok, donc du coup, il faut donc que nous puissions éduquer nos gestionnaires des ressources humaines à ne pas seulement se tabler sur la gestion administrative de l'équipe, comment faire les contrats, comment gérer les absences, les congés. Ils sont concentrés tout le temps sur ça. Et derrière, ils ne se concentrent pas vraiment sur le capital humain. Moi, je conseille souvent aux entreprises qui viennent nous prendre des conseils chez nous, Oui, même s'ils n'ont pas encore la taille d'avoir la gestion des ressources humaines à l'interne, oui, de prendre les conseils, de s'associer, de prendre les conseils, les services avec les grandes entreprises ou les cabinets, oui, avoir un gestionnaire qui les accompagne, qui fait le suivi du personnel, afin que ce pilier-là ne soit pas délaissé. au sein de leur entreprise. Alors, quel indicateur simple, selon vous, un dirigeant peut-il suivre pour s'assurer que son équipe fonctionne efficacement? Je ne peux pas réfléchir pour le dire, c'est la productivité. Ok. La productivité. Et La alors, vous savez, dans les entreprises, il y a des employés qui sont là et... Juste une formalité de présence. Non, ils sont là, on ne sait pas ce qu'ils apportent. On n'arrive pas à mesurer s'ils sont vraiment productifs. Pas la le temps de travail, le temps de travail, est-ce que même s'ils passent et viennent au boulot du matin au soir, est-ce que ce pourquoi ils ont été recrutés, la tâche qui leur a été assignée, en quelle est leur participation à l'atteinte des objectifs, le chiffre d'affaires qui a été réalisé, qu'est-ce que celui-là a pu apporter dans le chiffre d'affaires. On ne peut pas quantifier du coup leur plus-value, la plus-value qui Voilà, donc forcément il faut pouvoir s'appuyer sur la productivité, les délais de réalisation des tâches et puis l'absentéisme, lorsque le personnel commence par être absent, lorsqu'il n'y a pas un outil pour pouvoir évaluer, pour savoir quel est le temps sa présence, et voilà. D'accord. Alors, dans ce cas, comment anticiper les besoins en personnel lorsqu'une entreprise commence du coup à se développer, à monter en croissance? Comment est-ce qu'elle pourra lorsque une entreprise fait un chiffre d'affaires de 1 million, oui, la charge de travail n'est pas la même lorsqu'elle atteint 5 millions. 5 millions, 10 millions de chiffre. Alors, il faut commencer d'abord par évaluer la charge de travail, voir ce que l'objectif nous demande d'avoir en termes de charge et commencer par planifier le besoin et voir à peu près de quelles compétences on aura besoin. Former le personnel, commencer par anticiper sur la formation du personnel, afin que ceux-là qui sont là commencent par monter dans l'échelle, monter en compétences, commencer par monter dans la hiérarchie de l'entreprise afin de faire venir d'autres personnes par rapport à certaines tâches qui ne sont plus appelées à faire. D'accord. Alors, pour conclure, revenons donc à l'essentiel. Oui. Si vous devriez résumer en 3 conseils majeurs les fondamentaux d'une gestion RH saine des équipes en PME, quels seraient alors ces 3 conseils? Alors, ces 3 conseils qui sont indispensables. Aujourd'hui, pour réussir en entreprise, il faut obligatoirement, premièrement, clarifier les rôles. Les rôles. Dit au tout départ, oui. ça revient toujours, il faut clarifier les rôles. Communiquer régulièrement. Oui. Communiquer régulièrement et mettre à disposition de son équipe des outils de gestion en RH adaptés à notre taille de l'entreprise. D'accord. Alors, merci, Monsieur Ega. Je vous remercie vraiment pour la richesse de vos interventions et pour ces éclairages très concrets. Chez Optimize, nous sommes convaincus qu'une gestion RH saine est un levier de sérénité, de conformité et de performance durable pour les PME. Nous restons convaincus que la thématique elle est clairement comprise par l'auditoire et je pense que pour aujourd'hui, c'est aller très vite. Nous allons dire le mot de fin. Monsieur Ega, est-ce que vous auriez encore quelques éléments de conseil à l'endroit des internautes, ces nouveaux dirigeants, ces nouveaux entrepreneurs ou
carrément ceux qui sont encore sur les bancs, mais qui rêvent d'entreprendre carrément. Il y en a qui disent, je ne veux pas travailler pour quelqu'un, donc ils nourrissent le rêve de devenir chef d'entreprise. Est-ce que vous auriez des conseils à leur prodiguer? Est-ce que c'est juste un rêve juteux ou c'est une croix, comme la croix de Jésus, ou carrément c'est... Je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes qui portent ce rêve en eux? Est-ce qu'il faut, lorsqu'on finit les études, du coup, se lancer dans l'entrepreneuriat ou il faut aller d'abord chercher de l'expérience, des compétences en entreprise avant de se mettre à son propre compte? Parce qu'il y a ça aussi que nous remarquons souvent. Quelques mots de fin? Alors, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est indispensable. D'accord, parce qu'il faut créer la richesse, il faut faire tourner l'économie. Les besoins sont de plus en plus croissants et diversifiés. Aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes nous oblige à aller chercher des solutions chaque jour. Et pour cela, il faut créer des entreprises, il faut des gens pour pouvoir apporter des solutions à notre quotidien. Oui. Alors, ceci étant, c'est un métier comme tout autre. Entreprendre, aujourd'hui, c'est vrai que dans les formations universitaires, on a introduit l'entrepreneuriat, oui, mais ce n'est pas cette formation-là qui fait d'un homme un entrepreneur. Alors, il y a les compétences entrepreneuriales il va falloir acquérir, et c'est là, ça ne s'acquiert pas dans les écoles. Ah, oui. Mais aujourd'hui, il y a des structures spécialisées qui accompagnent à l'entrepreneuriat, qui permettent de se mettre au pas d'acquérir ces compétences-là et de se préparer avant de se lancer dans le monde entrepreneuriat. Okay. Donc, je pense que nous allons parler aujourd'hui de la gestion des ressources humaines et nous allons parler de l'importance d'une organisation saine des ressources humaines au sein d'une entreprise. C'est ce qui est capital aujourd'hui et je crois qu'il faille introduire cela dans les modules de formation en entrepreneuriat pour que le chef d'entreprise sache qu'il n'a pas qu'à gérer l'argent. Parce qu'il n'est pas seul à gérer sa boîte. Dès qu'il y a 2, 3 personnes qui se réunissent pour pouvoir atteindre un objectif, la gestion des ressources humaines s'impose et devient indispensable. Et ça fait partie des comportements et des compétences que doit avoir un entrepreneur, un chef d'entreprise. La gestion des ressources humaines, être à l'écoute de son équipe, savoir être un exemple pour son équipe et savoir gérer, mettre les outils qu'il faut à disposition de l'équipe, de savoir organiser son équipe. C'est très important. Lorsque l'équipe n'est pas organisée, ça devient un foutu. Et le produit est bon, et les compétences sont là, et le marché existe pour absorber, mais on n'y arrive pas faute d'organisation du personnel des ressources humaines et d'une bonne gestion à l'interne. D'accord. Alors, nous comprenons que ce n'est pas seulement les compétences académiques qui font de quelqu'un un entrepreneur. Il faut aussi d'autres formations certifiantes. Il faut des accompagnements, comme vous le faites dans votre cabinet. Bien sûr. Et il faut aussi, comme le dit quelqu'un, de l'art pour diriger et aussi une passion derrière. Ce n'est pas pour décourager ceux qui font de longues études et qui veulent entreprendre. Mais les meilleures personnes, les entrepreneurs à succès, c'est les gens qui n'ont pas fait de longues études. N'ont pas eu de grands diplômes. L'entrepreneur a besoin d'avoir des comportements, d'avoir des compétences, d'avoir du leadership et d'avoir de la réactivité, d'avoir du flair, d'être endurant. L'endurance ne s'apprend pas à l'école. D'être engagé, d'être persévérant, d'avoir le sens de la recherche d'informations, d'avoir le sens de planification et de suivi. Et tout ça, je ne suis pas sûr qu'il y a une formation pour ça, mais c'est dans la vie entrepreneuriale et surtout aujourd'hui avec les structures qui sont mises en place qui vont accompagner les formations, les certificats, tout ça. Autour des webinaires comme nous le faisons ce matin, qui touchent des thématiques très, très importantes pour l'entreprise, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, la gestion commerciale, la gestion de la communication à l'aide du digital, dont un entrepreneur ne peut se passer aujourd'hui. Du coup, tout ça va enrichir la connaissance d'un manager pour évoluer sur son chemin. Bien sûr. Alors, d'accord. Et je pense que nous n'allons plus
évolué plus que ça aujourd'hui. Donc, chers internautes et ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat, c'est pas si difficile comme il le dit. Il faut des compétences académiques, mais il faut aussi rechercher des formations certifiantes. Il faut s'enrichir. Aujourd'hui, sur le net, il y a beaucoup de formations aussi en ligne et tout. Et une fois qu'on a démarré, il faut aussi penser au capital humain, à la gestion des ressources humaines. Important. Il faut recourir à des outils adaptés et il faut aussi chercher l'accompagnement des structures dans le digital du capital humain comme Optimize et d'autres structures qui rendent beaucoup plus la gestion quotidienne plus facile aujourd'hui. Merci, nous vous remercions pour ce webinaire qui vient de se clôturer aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous au mois prochain pour une autre thématique. Merci. Merci.